On va laisser la parole à Aurélia de Jean de la Bâtie et Dorothée de Bernard pour une séquence autour des risques professionnels, la prévention des risques professionnels, avec un éclairage tout particulier sur les risques psychosociaux. Donc n'oubliez pas de lire, alors vous l'avez imprimé, la convention collective. On vous présentera, mesdames et messieurs des commissions paritaires, quelques représentants régionaux que vous pourrez interroger sur la mise en place des CPR. Retour au texte, effectivement, convention collective. Alors ce texte n'est pas si vieux, mais il est déjà plein de taches de café, de couscous boulettes et de kouign-amann. C'est un peu c'est tout ce qui représente ma vie. Je vois ma vie défiler, moi, ce matin. Il y a la caisse d'épargne et je vois Aurélia de Jean de la Bâtie que je vois avec grand plaisir ce matin. Ça faisait juste 25 ans qu'on ne s'était pas vus. On s'est croisés aux éditions Lamy et je suis ravi de vous voir à nouveau. Le temps n'a pas de prise sur nous, hein. C'est au moins le premier constat. Je laisse la parole à Aurélia et Dorothée pour cette séquence autour des risques professionnels et de l'obligation de sécurité. Et donc Aurélia va nous détailler cette notion et ensuite Dorothée engagera un dialogue avec vous. Merci beaucoup. Voilà, allez-y, je vous laisse donc définir la notion d'obligation de sécurité et puis de mettre en avant les évolutions juridiques autour de cette notion. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis actuellement au cabinet Barthélemy, responsable du service ressources et développement. Et j'ai une spécialité en santé au travail, qui est une matière qui me passionne. Et alors, j'ai le défi de vous parler de l'obligation de sécurité en un temps extrêmement court. Donc, mon propos liminaire sera de vous dire, bien évidemment, que j'aurai parfois des propos un peu schématiques, mais l'idée aussi, c'est qu'on puisse avoir un peu de temps de questions pour que je puisse bien coller à votre réalité. Alors, première, peut-être en introduction, je pense qu'on ne peut pas parler de l'obligation de sécurité sans rappeler un petit peu le contexte social dans lequel on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de responsabilité, on parle de judiciarisation de la responsabilité. Je n'ai pas écouté les nouvelles ce matin, mais il est évident que si je les avais écoutées, on m'aurait parlé d'affaires et donc de responsabilité, de judiciarisation de la responsabilité et de judiciarisation de la responsabilité, j'allais dire des cols blancs. Hein, il n'y a pas un jour, on ne parle pas de délit d'initié, d'affaires de corruption. Donc on est dans l'ère du temps d'une responsabilité qui amène devant les tribunaux. Alors, mon propos n'est pas du tout de vous faire peur, hein, mais je crois qu'on ne peut pas parler de cette obligation de sécurité sans se rappeler que derrière, il y a des responsabilités et des responsabilités qui conduisent effectivement à certaines affaires. Et si je prends aussi le domaine de la santé au travail, il est évident qu'on a en tête certaines affaires, alors des anciennes, comme la centrale de Forbach, le tunnel du Mont Blanc, des affaires de sécurité alimentaire aussi qui ont alimenté la presse. Et tout récemment, on a quand même vécu bien évidemment le Covid, hein, avec des tribunaux qui ont été saisis pour des mises en danger de salariés qui étaient exposés, disait-il, à un risque éminent pour leur santé et leur sécurité. Et puis, très récemment aussi, la Cour d'appel de Paris qui a confirmé la condamnation de 2 responsables dans l'affaire France Télécom pour des affaires de harcèlement moral. Donc, autant vous dire effectivement qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de cette notion sans se remettre dans le contexte de 2022 où les choses ont bien changé par rapport à ce que l'on connaissait peut-être il y a 20 ans. Alors cette évolution,
on pourrait se dire, je ne suis pas là pour la commenter, c'est ainsi, hein, on ne tolère plus aujourd'hui que la santé soit détériorée par le travail, c'est un fait, hein, de la même manière que vos parents d'élèves ne tolèrent plus qu'il y ait une intoxication alimentaire à la cantine, hein, c'est un fait. Ça a changé. Alors pourquoi ça a changé ? La sensibilisation sociale, effectivement, a totalement changé sur ces sujets. Le thème de la santé est prégnant aujourd'hui dans nos sociétés. Ça a changé aussi parce que les syndicats aussi se sont intéressés à cette thématique de la santé-sécurité. Il y a 20 ans, hein, on parlait beaucoup d'emploi, on parlait beaucoup de rémunération. Et le thème de la santé n'était peut-être pas le thème premier qui intéressait les organisations syndicales. Alors, le législateur, bien évidemment, lui, depuis 20 ans, s'est saisi du sujet et puis a introduit le thème de la santé au travail, et notamment à travers les négociations. Hein, les négociations QVT. Alors maintenant, on a, avec la loi de 2021, encore rajouté un terme à cet acronyme, hein, puisqu'on parle de QVTC, hein, donc qualité de vie au travail et conditions de travail, pour dire qu'aujourd'hui, vraiment, les conditions de travail dans le dialogue social, c'est prégnant. Alors, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, il y a un accord interprofessionnel sur les conditions de travail qui date de 1975. Hein, mais quand on parlait autrefois de conditions de travail, c'était surtout les conditions physiques de travail. Or, aujourd'hui, hein, conditions de travail, eh ben, c'est notamment les relations interpersonnelles. Hein, c'est la vie personnelle qui rentre dans les conditions de travail. Donc, effectivement, on a une sensibilité syndicale assez forte sur ces thématiques-là. Et puis, un autre aspect, peut-être, qui a changé un petit peu la donne, c'est les ordonnances Macron de 2017, qui, vous devez le savoir, j'imagine, hein, ont introduit ce qu'on appelle un barème d'indemnisation dans le cadre des contentieux sur la rupture du contrat de travail. Et lorsqu'un salarié conteste son licenciement, il est soumis à un barème qui est beaucoup moins favorable que ce qu'il pouvait avoir en termes d'indemnisation avant l'introduction du barème Macron, notamment si on a peu d'ancienneté. Et qu'est-ce que l'on observe devant les tribunaux aujourd'hui ? On observe un petit peu un changement du contentieux. Hein, c'est-à-dire que pour échapper, entre guillemets, au barème Macron, qui a d'ailleurs été validé par la Cour de cassation cette année, les avocats de salariés font de plus en plus valoir devant les tribunaux des questions sur le harcèlement, puisque lorsque on fait une demande en harcèlement, que ce soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel, on échappe au barème Macron, puisqu'on a une action en nullité du licenciement. Et de même, hein, la Cour de cassation nous a dit que, en raison de l'obligation de sécurité qui pèse sur les employeurs, même lorsque une situation de harcèlement n'est pas reconnue, et que si l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité, le salarié pourra faire valoir non pas la nullité, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une indemnisation spécifique au titre de l'obligation de sécurité. Donc on a de plus en plus dans les contentieux une demande spécifique qui porte sur le non-respect de l'obligation de sécurité pour obtenir une indemnisation complémentaire par rapport à celle que l'on demande à titre principal. Hein, donc aujourd'hui, il n'y a pas un contentieux sans que... Enfin, il n'y en a pas un, j'exagère peut-être, hein, je schématise un petit peu, mais réellement, hein, dans les dossiers contentieux, dans la relation individuelle, on va trouver l'obligation de sécurité avec une demande d'indemnisation spécifique à ce titre. Donc, effectivement, on ne peut pas aujourd'hui ignorer, on pourrait dire, ce point. Alors, pour finir sur cette introduction, là, je dirais que, vous voyez, l'obligation de sécurité, dans le temps, elle a muté. Alors, on pourrait dire que c'est un espèce de millefeuille. Dans un premier temps, hein, on s'est intéressé surtout à la santé physique. Et on parlait beaucoup des cancers, on en parle encore avec le risque chimique dans certains domaines. Mais voilà, première strate, on pourrait dire, de ce millefeuille,
de l'obligation de sécurité, c'était la santé physique. On a eu dans un deuxième temps, dans les années 2000, les RPS. Vous savez, 2002, on a introduit dans le Code du travail la santé mentale. Et c'est là où on a eu toutes les affaires sur notamment, malheureusement, les suicides au travail. Donc les années 2000, deuxième couche, les RPS. Troisième couche, c'est la QVT qu'on a introduit après les RPS, qui est devenue donc QVTC. Et puis, alors, il y a une quatrième couche, cerise sur le gâteau, mais qui, à mon sens, est un petit peu exagérée. Certains parlent de bonheur au travail. Donc, là, je vous laisse maître de cette notion. Tout ça pour vous dire que la trajectoire que connaît l'obligation de sécurité, vous ne pouvez pas effectivement l'ignorer. La santé au travail, on ne peut pas l'ignorer quand on fait effectivement du droit social. Elle doit préoccuper, on pourrait dire, tout chef d'établissement. Alors après cette introduction, quand même, qui me semblait importante, on va rentrer un petit peu plus dans cette obligation de sécurité. Vous savez qu'au niveau juridique, on distingue deux responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité civile. Alors vous me permettrez, parce que j'ai peu de temps, je ne vais pas, sauf si vous avez des questions, bien évidemment, là-dessus, m'étendre sur la responsabilité pénale, que l'on peut trouver effectivement dans des affaires de harcèlement. Je vous renvoie à ce qui s'est passé avec l'affaire France Télécom. On a quand même reconnu un harcèlement institutionnel avec des condamnations pénales lourdes pour les DRH et la responsable RSE aussi, qui s'est fait condamner lourdement avec des peines de sursis, mais quand même. Je vais surtout insister sur cette responsabilité civile des chefs d'établissement au titre de leurs obligations de sécurité. Alors, dans le domaine, au niveau de la responsabilité civile, on distingue deux types de responsabilités. On a la première responsabilité que l'on peut engager lorsque il y a accident ou reconnaissance de maladie professionnelle. Cette responsabilité, c'est une responsabilité spéciale qui se fait au titre de ce qu'on appelle la faute inexcusable. C'est-à-dire que lorsque le salarié a une maladie professionnelle reconnue ou a eu un accident, il peut aller devant le tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire, qui a remplacé les anciens TAS, les tribunaux de sécurité sociale, pour obtenir une indemnisation. Alors pas de l'intégralité de ses préjudices, mais d'une bonne partie de ses préjudices, en faisant valoir que l'employeur a commis une faute inexcusable. Donc ça, c'est le premier volet de cette responsabilité. Et le deuxième volet, c'est la responsabilité civile de l'employeur qui sera engagée dans le cadre des contentieux sur le contrat de travail. C'est ce que je vous ai expliqué dans mon introduction. Le contrat de travail, effectivement, on peut invoquer devant les tribunaux prud'homaux le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité pour demander une indemnisation au titre de ce non-respect de cette obligation. Alors, en ce qui concerne maintenant l'histoire de cette obligation de sécurité au niveau civil, alors j'allais dire tout a commencé il y a maintenant un petit bout de temps, en 2002, par des arrêts de la Cour de cassation du 28 avril 2002, dont vous connaissez peut-être, puisqu'ils ont, on pourrait dire, été un tremblement de terre dans la matière. Ce sont les arrêts dits amiante. Donc les arrêts amiante, je vous resitue le contexte. L'amiante, une catastrophe, on pourrait dire sanitaire sans précédent. Et donc, les victimes de l'amiante font des procès sur le fondement de cette faute inexcusable, puisqu'ils sont victimes de maladies professionnelles dues à l'amiante, pour engager la responsabilité des grosses sociétés qui ont produit de l'amiante dans les années 70-80 à tire-larigot, en disant que les employeurs ont commis une faute inexcusable au titre de leur obligation de sécurité. Alors la Cour de cassation, c'est elle qui avait défini la notion de faute inexcusable, permettant d'engager la responsabilité des employeurs.
Et jusqu'ici, dans une définition qu'elle avait eue en 1941, elle avait dit, comme on peut le comprendre, la faute inexcusable, c'est la faute d'une extrême gravité. Faute inexcusable. Et en 2002, la Cour de cassation, par un tour de pirouette, change la définition de la faute inexcusable et la définit totalement différemment, puisqu'elle nous dit que l'employeur, elle dit deux choses dans sa décision du 28 février 2002, elle nous dit l'employeur a une obligation de sécurité de résultat, une obligation contractuelle de résultat, et elle nous dit à propos de la faute inexcusable que l'employeur commet une faute inexcusable à chaque fois qu'il avait ou qu'il aurait dû avoir conscience du danger, donc aurait dû, beaucoup plus important, il aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures pour préserver les salariés. Donc, avec cet arrêt de la Cour de cassation, le contentieux de la faute inexcusable va connaître, on pourrait dire, une ouverture incroyable, puisque on n'est plus du tout dans la faute d'une extrême gravité, mais on est, à chaque fois que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, qu'il n'a pas pris les mesures, on peut engager sa responsabilité. On se situait dans un contentieux tout à fait particulier, puisque c'est celui de la faute inexcusable. Mais cet arrêt a eu un succès, a fait le buzz, on pourrait dire, a fait le buzz, et notamment auprès des juridictions prud'homales, et on a eu des arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc en rapport avec le contrat de travail, qui se sont saisis, on pourrait dire, de cette nouvelle définition de l'obligation de sécurité comme une obligation de sécurité de résultat. Alors, je ne sais pas quelle est votre formation, mais s'il y a des civilistes, on sait très bien que l'obligation de sécurité, une obligation de sécurité qui est définie comme une obligation de sécurité de résultat, on ne peut pas y échapper. Et en conséquence, on va avoir une multiplication des arrêts de la Chambre sociale sur cette obligation de sécurité extrêmement sévère pour les employeurs. Je vous donne quelques exemples pour illustrer mon propos. Un employeur ne fait pas passer, oublie de faire passer des visites médicales périodiques à ses salariés, de les faire convoquer par les services de santé au travail. Un salarié prend acte de la rupture en disant que l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité, puisqu'effectivement, dans son parcours professionnel, il lui manquait des visites médicales. Et la Cour de cassation admet la résolution judiciaire du contrat pour non-respect de l'obligation de sécurité. Autre exemple, un barman est exposé à des vapeurs de tabac, donc du tabagisme passif. Là aussi, il demande la résiliation judiciaire de son contrat devant les tribunaux en disant que l'employeur ne respecte pas son obligation de sécurité. La Cour de cassation nous dit oui. Et je vous fais remarquer que là, mon barman était frais comme un gardon. La seule chose, c'est qu'il y avait des vapeurs de fumée autour de lui. Il n'avait pas de cancer. Troisième exemple, là, c'est une indemnisation qui est demandée par un salarié parce que l'employeur n'a pas actualisé son document unique. Et la Cour de cassation nous dit en 2011, la non-actualisation du document unique par l'employeur cause nécessairement un préjudice aux salariés au titre de l'obligation de sécurité. Bingo pour tous les salariés, j'allais dire. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'actualisent pas. On pense qu'il y a 45% des entreprises qui n'ont pas actualisé leur document unique. Et puis aussi, en termes de harcèlement, on a une affaire du 3 février 2010 où la Cour de cassation nous dit une salariée s'était fait harceler, mais l'employeur avait tout de suite réagi en convoquant le harceleur et en décidant de le sanctionner, et puis en convoquant la salariée en lui proposant une mutation de poste. Et la Cour de cassation nous dit c'est bien beau toutes ces mesures, mais le harcèlement est là. En conséquence, elle reconnaît que l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité. Je m'arrête là, sur ces arrêts qu'on voit défiler en salve, on pourrait dire, entre 2002 et 2015, où effectivement la barre est tellement haute que ça en devient contre-productif en termes de prévention des risques. Parce que si on part du principe qu'à chaque fois que l'obligation de sécurité n'est pas respectée, l'employeur est condamné, à quoi bon faire de la prévention ? Et la Cour de cassation va écouter les préventeurs. Et en 2015, elle change un tout petit peu sa jurisprudence
et elle va abandonner, avec un arrêt qui s'appelle l'arrêt Air France, sa jurisprudence sur l'obligation de sécurité de résultat. Alors, dans l'arrêt Air France, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je vous résume les faits, grossièrement. Nous avions un membre de l'équipe de pilotage d'Air France qui a assisté à New York à l'attentat du 11 septembre, et donc qui voit les tours du World Trade Center tomber. Il est dans un hôtel à l'aéroport, et donc Air France rapatrie son personnel et met en place tout de suite des cellules psychologiques, des soutiens psychologiques pour cette équipe qui a vécu ce drame. Un membre du personnel, au bout de 4 ans, alors qu'il n'avait jamais voulu rentrer, on pourrait dire, dans les procédures de soins et d'accompagnement, subit un choc post-traumatique et refuse de monter dans un avion. Et après se met en arrêt maladie. Et ça aboutit à une inaptitude, comme dans la majorité des cas, dans ces hypothèses. Et après, il engage la responsabilité de son employeur, Air France, en disant mon état de santé est détérioré et c'est en raison du choc post-traumatique que j'ai subi. Alors si on applique la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, choc psychologique, atteinte à la santé du salarié et en conséquence, condamnation d'Air France. Et là, la Cour de cassation change. C'est tout le pouvoir de la Cour de cassation, c'est qu'elle peut faire des tours de pirouette, et elle en fait relativement souvent quand même, ce qui provoque une insécurité juridique, mais c'est un autre débat. Elle nous dit, l'employeur, elle ne se situe plus sur le terrain du contrat de travail, donc elle n'utilise plus le terme obligation de sécurité de résultat, elle se situe au niveau légal, et elle dit que l'employeur a une obligation légale de prévention, mais qu'il remplit son obligation s'il met les mesures pour préserver les salariés. Donc elle revient à l'idée primaire de prévention. C'est-à-dire, effectivement, si vous, employeur, vous pouvez me démontrer que vous avez mis en place une politique de prévention des risques, on ne peut pas engager votre responsabilité, même si, effectivement, un salarié a vu sa santé détériorée. Donc on abandonne la référence à l'obligation de sécurité de résultat, on se base sur la loi, et sur ce fondement, les employeurs, effectivement, ont une possibilité de s'exonérer de responsabilité. Donc tout le monde a salué, on pourrait dire, ce retour à l'esprit, que j'ai baptisé le retour à l'esprit de 89, puisque c'est la prévention, c'est une directive européenne de 89 qui a été introduite dans le Code du travail en 2001. Alors pour autant, ce ne veut pas dire que les employeurs peuvent s'exonérer facilement. La Cour de cassation exige que la politique de prévention soit efficace, effective. Et ça, c'est très important. Et on le voit, on pourrait dire, dans tous ces arrêts, elle va regarder, on pourrait dire, elle va s'intéresser réellement sur le terrain, en cas de mise en cause des responsabilités des employeurs. Qu'est-ce qu'on voit? On va demander aux employeurs de montrer effectivement ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous avez tracé vos politiques de prévention des risques? Alors vous disposez d'outils pour ça, mais on va regarder in concreto, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez fait pour prévenir les risques? Le risque peut se réaliser, il peut y avoir des risques psychosociaux, on y reviendra, mais ce qu'on va vous demander de manière très précise, c'est effectivement de nous dire, de nous montrer, de tracer ce risque. J'ai pas regardé ma montre, mais si je peux vous donner quelques exemples. Alors la traçabilité, on va y revenir, notamment puisque avec la loi du 2 août 2021, vous savez que les documents uniques d'évaluation ont été mis on pourrait dire au pinacle, et notamment avec une obligation de traçabilité, puisque vous devez les conserver pendant 40 ans. 40 ans, pourquoi? C'est le temps d'une maladie professionnelle sur notamment les risques chimiques. Donc 40 ans. Traçabilité. Traçabilité, j'allais dire, sur un autre contentieux qui n'a pas directement trait au document unique. Traçabilité en ce qui concerne la charge de travail. Vous savez qu'on a de plus en plus de contentieux de cadres en ce qui concerne les conventions de forfait jour et les heures supplémentaires, où les cadres, je vous ai dit, ne se placent pas tellement sur le terrain
on pourrait dire, de la rémunération des heures supplémentaires, mais sur le terrain de la charge de travail, en disant que leur charge de travail était trop lourde. Et concrètement, on va demander une traçabilité sur ces sujets. Comment vous, employeurs, vous tracez les journées de salariés qui sont en forfait jour? Est-ce que vous pouvez me garantir que les salariés ont bien eu leur temps de repos? Et vous imaginez, dans les temps de Covid, on connaît tous des chefs d'établissement, effectivement, qui ont été un petit peu en surmenage, mais est-ce qu'ils ont bien eu? Est-ce que vous pouvez me montrer, on demande ça, c'est à l'employeur de prouver qu'il respecte les amplitudes de travail. Donc là, traçabilité aussi. Traçabilité aussi dans les enquêtes sur le harcèlement. Aujourd'hui, ne pas faire, la Cour de cassation nous dit que l'enquête, dès que l'on est alerté sur une affaire de harcèlement, harcèlement moral ou harcèlement sexuel, l'employeur est tenu de faire une enquête. S'il ne fait pas une enquête, sa responsabilité est engagée. Et on va regarder la qualité de l'enquête. Est-ce que l'enquête a été menée sérieusement? Si elle n'a pas été menée sérieusement, le licenciement du salarié qui a été accusé d'un harcèlement pourrait tomber. Mais à l'inverse, la Cour de cassation nous précise que cette enquête, ce n'est pas une enquête judiciaire. Donc elle n'a pas besoin, par exemple, il y a eu un arrêt cette année qui est tombé en nous disant il n'y a pas besoin forcément d'associer à l'enquête le CSE. Donc ce qu'on va demander surtout, effectivement, c'est est-ce que votre politique de prévention, elle est efficace? Est-ce qu'elle est effective? Comment vous pouvez me montrer que votre politique de prévention est effective? Donc là, la Cour de cassation, elle met la barre très très haut. On pourrait dire vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis de tous les travailleurs, puisque l'obligation de sécurité, c'est pas simplement les salariés, c'est les travailleurs. Alors, petite remarque, si j'ai encore un peu de temps, j'allais dire que d'un autre côté, la Cour de cassation, on voit que dans les derniers arrêts qu'elle rend, elle va légitimer le pouvoir de l'employeur sur ces questions de santé-sécurité. C'est-à-dire, elle donne aussi aux employeurs les moyens d'asseoir, on pourrait dire, leur pouvoir quand il s'agit de ces questions de santé-sécurité. Je vous donne un arrêt qui est de la Cour d'appel de Versailles du 10 mars 2022 qui concernait un salarié qui avait eu la bonne idée de déménager à 500 km de son lieu de travail. Et son employeur lui disait que c'était peut-être un peu déraisonnable d'habiter si loin, même si on mettait quelques jours de télétravail. Il était tenu d'aller travailler dans les locaux de l'entreprise et que ça risquait de remettre en cause sa santé, d'avoir de tels temps de trajet de manière hebdomadaire. Le salarié faisait valoir une liberté fondamentale, celle de choisir son domicile. Et dans cet arrêt, la Cour d'appel de Versailles nous dit non. L'employeur a une obligation de sécurité et en conséquence, le licenciement du salarié qui refuse de déménager à proximité de son lieu de travail pour ne pas remettre en cause sa propre santé-sécurité commet une faute qui peut être sanctionnée. Donc vous voyez, je pourrais multiplier, on peut y revenir, il y a plusieurs arrêts où la Cour de cassation, les tribunaux, légitiment le pouvoir de l'employeur en matière d'obligation de sécurité. Vous pouvez, en quelque sorte, nous dit la Cour de cassation, vous pouvez avoir parfois des positions fortes si cela permet d'assurer la santé-sécurité de vos salariés. Et deuxième source, j'allais dire, de légitimation de votre pouvoir de direction en matière de politique de prévention, c'est que l'on assiste vraiment à une conception, on assoit le pouvoir de l'employeur par la pluridisciplinarité, en disant aux employeurs, vous n'êtes pas seul, parce qu'on entend souvent sur ces sujets, mais moi... employeur, j'ai tellement d'obligations qui pèsent sur moi, je suis un peu tout seul, et je n'ai plus où donner de la tête avec la législation. Et c'est vrai, on a
une inflation législative absolument impressionnante, et notamment en droit social. Et là on nous dit vraiment, et on sent une tendance qui est de nous dire, appuyez-vous sur les acteurs qui existent en matière de santé, sécurité. Alors les acteurs, c'est qui ? C'est le CSE. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la loi d'août 2021, on nous dit bien que le CSE doit être associé à l'élaboration du document unique d'évaluation. Il doit être consulté. Alors on le savait avant, mais là c'est écrit dans le texte. On nous dit aussi les services de santé au travail, qui ont été rebaptisés services de prévention et de santé au travail. Et les services de santé au travail, les pauvres, on a élargi énormément leur mission, mais ils devront, on pourrait dire, s'enrichir de préventeurs aujourd'hui. Ils ne pourront plus faire l'impasse, puisque dans leur offre de socle auprès des entreprises, ils devront avoir une offre en termes de prévention des risques. Donc ils devraient aussi, notamment aider les petites structures à bâtir leur politique de prévention et leur document unique. On nous dit aussi, appuyez-vous sur un être qui jusqu'ici était un être un petit peu de raison, mais qui avait été introduit dans le Code du travail en 2011. Appuyez-vous sur votre référent santé-sécurité. Alors on l'a oublié celui-là, mais il est bien dans le Code du travail, le référent santé-sécurité. Il est à l'article L4644.1, et dans la loi de santé de 2021, on nous dit ce référent, il faut le former. Donc dans tous les établissements, normalement, il y a un référent sécurité. Donc appuyez-vous sur lui. Et puis aussi, appuyez-vous sur un acteur très important. Appuyez-vous sur les branches professionnelles. Les branches professionnelles. Et là, je vous lis l'article L4121-3-1 du Code du travail, qui nous dit que les organismes et instances mis en place par la branche peuvent accompagner les entreprises dans l'élaboration et la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, dans la définition du programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail, au moyen de méthodes et de référentiels adaptés aux risques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'effectivement, et je crois que vous avez souligné que vous êtes dans une branche qui est active, et notamment sur ces questions de prévention des risques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'effectivement, les branches, le législateur encourage les branches à travailler sur des référentiels de risques qui vont pouvoir être utilisés par les établissements, et ce qui permettra notamment aux petits établissements, lorsque leur responsabilité sera mise en cause, de faire valoir qu'ils ont utilisé ces référentiels de branche, et devant un juge, le juge ne pourra pas dire non, ça fonctionne pas, moi je vous demande votre évaluation à vous. Alors bien évidemment, et on va y revenir, l'évaluation, elle doit être faite dans chaque établissement, mais effectivement, là on voit une volonté du législateur de légitimer, on pourrait dire, le rôle de la branche sur ces questions de santé, sécurité au travail. Donc le message, c'est vraiment de dire, vous n'êtes pas seul sur ces questions de santé, sécurité. Utilisez tous les acteurs qui existent. Alors ils sont florilèges. Il y a même aussi les acteurs de prévoyance. Je ne développe pas ça parce qu'on n'a pas le temps. Mais aussi dans la prévoyance, on voit qu'il y a des actions de prévention. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a des acteurs. Vous avez une responsabilité qui est importante. Mais voilà, vous avez aussi des acteurs avec une volonté de professionnaliser, on pourrait dire, ce domaine de la santé-sécurité. Juste une petite intervention, un petit interlude. Merci beaucoup de ces précisions et de cette mise en perspective historique. C'est toujours utile. Moi, j'ai noté une transformation des obligations, et on sent qu'il y a une obligation de faire. Sans mauvais jeu de mots, mais donc là on est vraiment dans le cœur même du sujet. La responsabilité se tourne vers l'obligation de faire et non pas l'obligation d'indemnisation, etc. Donc on est vraiment là dans cette nouvelle dynamique, et une obligation de faire aussi de la branche. Selon ce que vous nous dites, et de mettre à disposition des services. Donc là, on a entamé, et c'est l'intervention de Dorothée, un certain nombre d'actions
ensemble et dans une logique paritaire pour apporter du service à des structures employeurs de petite taille d'un secteur associatif. Et Dieu sait que c'est compliqué. Vous avez noté les difficultés, la charge mentale et administrative de ces choses-là, et cette obligation de traçabilité. Alors tout de suite, on se retourne vers des outils numériques, etc. Et donc on a commencé à entamer, Dorothée va le présenter. Je tiens à saluer la présence de mon ami et collègue Frédéric Hull, ici, directeur des systèmes d'information de la FNOGEC, qui met à disposition des ressources pour la branche, et sans doute que la branche doit aider les associations OGEC, mais devra aider sans doute le service, la direction des systèmes d'information de la FNOGEC, pour qu'elle puisse continuer à œuvrer dans le bien commun. Donc je laisse à Dorothée le soin de développer ces éléments-là. Merci beaucoup. Merci. Donc effectivement, avant d'échanger avec vous et de vous poser plusieurs questions, l'idée était un peu de rappeler donc, les services mis en place par la branche pour accompagner les établissements dans une démarche proactive de prévention des risques professionnels. Donc en 2019, une commission paritaire s'est mise en place ayant pour but d'améliorer les conditions de travail dans les établissements. Donc, dans cette optique, elle s'est fait accompagner d'un cabinet d'expertise, qui est le cabinet Didactem, pour mettre en place plusieurs outils. Donc, un outil de pilotage de la prévention et de la gestion des risques professionnels, qui est adapté aux métiers et aux activités des établissements, et des formations en lien avec la prévention des risques professionnels, qui sont pris en charge sur les fonds paritaires. Et donc, notamment, la formation référent santé et sécurité au travail, dont vous avez parlé de la loi 2021 et dont nous évoquerons par la suite. L'outil de pilotage de la prévention des risques professionnels donc, permet aux établissements d'évaluer les risques professionnels dans leur structure en répondant à des questionnaires qui sont organisés par unité de travail et donc qui font référence à des situations de travail rencontrées dans les établissements. Les réponses à ces questionnaires sont ensuite consolidées dans une cartographie qui hiérarchise les risques professionnels en fonction des critères gravité et risque et fréquence. Et l'établissement peut ensuite planifier son plan d'action pour chaque risque identifié. Et toute cette démarche est donc tracée puisqu'il peut éditer son document unique d'évaluation des risques. Aujourd'hui, donc, 2500 établissements utilisent cet outil. Et ce qui permet d'avoir des données exploitables avec un panel représentatif des métiers de l'enseignement privé pour réaliser une cartographie au niveau national des risques professionnels. Et en 2022, cette cartographie mettait en avant que dans la majorité des établissements, les risques, les facteurs de risque qui arrivaient en premier étaient les chutes de plein pied, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et le bruit. Voilà, donc ce rapide rappel étant fait, ma première question est de vous demander quels conseils vous donneriez aux établissements pour développer une politique de prévention des risques professionnels en intégrant les outils proposés par la branche. Oui, alors, la difficulté de ma matière, et vous l'aurez peut-être compris à travers mon propos, c'est qu'il y a deux logiques. Il y a une logique de prêt-à-porter et il y a une logique de sur-mesure. Alors le prêt-à-porter, c'est quoi ? C'est l'ensemble, on pourrait dire, des obligations que l'on trouve dans le livre 4 du Code du travail avec, on pourrait dire, énormément d'obligations juridiques, techniques parfois, un peu rébarbatives pour les non-spécialistes, ça plaît plus aux ingénieurs qu'aux humanistes et aux juristes. Donc voilà, tous les établissements, et c'est toute la grande difficulté de ma matière, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut appliquer la réglementation en matière de santé, sécurité au travail. Donc une logique de prêt-à-porter et une logique de sur-mesure. La logique de sur-mesure, elle est basée sur cette obligation dont j'ai parlé, l'obligation légale de prévention. L'article L4121-1 du Code du travail définit l'obligation de sécurité en nous disant l'employeur prend les mesures pour assurer la santé physique et mentale des salariés. Et après, elle ajoute dans l'article L4121-2 du Code du travail toute une méthodologie, une démarche de prévention à suivre. Mais elle ne dit pas après comment il faut faire. Il n'y a pas une checklist. Et quand on a mis en place le document unique,
en 2001, le législateur s'est refusé à proposer des modèles. Alors vous pouvez, pour 99 € télécharger en 3 minutes et demie sur Internet un modèle, mais le législateur et l'interprétation qu'en a fait la Cour de cassation n'a jamais dit il faut avoir des modèles clés en main. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux outils que présente la branche ? Alors, les outils sont excellents, mais ça ne vous dispensera pas effectivement de les utiliser et de les adapter pour véritablement qu'ils collent à la réalité de vos établissements. C'est-à-dire, il faut s'intéresser au travail réel. Quand on voit le contentieux, c'est ça qu'on va demander. C'est-à-dire une politique de prévention très jolie sur un papier, mais qui en réalité n'a pas été effective, ne convaincra aucun juge. Donc on va vous demander, mais dans la réalité, comment vous avez fait vivre votre document unique ? Je vous disais tout à l'heure, avant le Covid, il y avait une étude, 45% des documents uniques ne sont pas actualisés. Aujourd'hui, effectivement, si vous amenez un document magnifique, et moi j'ai vu des documents Excel faits par des ingénieurs, ça clignotait dans tous les sens, etc. C'était fabuleux. Sauf que les RH n'y comprenaient rien, parce que ça avait été fait par des logiciels magnifiques, mais on n'y comprenait rien. L'idée du document unique, c'est qu'il soit une base de travail, effectivement. Donc, il faut travailler le document unique et utiliser les outils, parce que la branche peut déterminer les risques de manière, on pourrait dire, pertinente, mais après, ça n'empêche pas que... moi, je vous invite à faire des groupes de travail dans vos établissements, bien évidemment, pour discuter de la pertinence de ces risques, discuter on pourrait dire de la cotation du risque, et discuter des mesures de prévention, effectivement, à mettre en œuvre, effectivement, dans votre établissement. Sur les mesures de prévention, d'ailleurs, la loi santé fait une différence entre la taille d'établissement pour le plan d'action. Donc, pouvez-vous un petit peu définir ces différences et aussi répondre à la question comment savoir quelle action mettre en place pour avoir un résultat, comme vous disiez, efficace et concret ? Oui. Alors, dans la loi santé, c'est la première fois que ça arrive. Dans ma matière, c'est ce que je vous dis. La grande difficulté, c'est que vous ayez un salarié ou 350 ou 1000, vous êtes soumis aux mêmes obligations, puisque est en jeu quand même, rappelons-le, la santé et la sécurité des salariés. Alors pour la première fois dans la loi santé, le législateur prend en compte la taille des établissements. En ce qui concerne le document unique d'évaluation, elle nous dit que les entreprises de moins de 11 salariés ont l'obligation d'établir un document unique d'évaluation, mais n'ont plus l'obligation de l'actualiser annuellement, comme c'était le cas auparavant. Alors c'est plutôt intelligent, parce que quand vous avez une petite structure avec 2 salariés, chaque année, remettre sur le tapis votre document unique, quand vous avez une assistante, une fois que vous lui avez donné son siège, etc., vous pouvez faire de l'introspection pour savoir si elle a des risques psychosociaux, mais ça devient quand même assez limité. Donc l'idée, effectivement, c'est de dire que les petites structures n'ont pas une obligation annuelle d'actualiser le document unique. Elles doivent le faire, bien évidemment, s'il y a un changement important, ou s'il y a une information importante sur la santé-sécurité. Deuxième élément qui permet de tenir compte de la taille de l'entreprise, c'est que la loi de 2011 fait une distinction entre les entreprises de moins de 50 salariés et de plus de 50 salariés, en précisant que toutes les entreprises de moins de 50 salariés doivent annexer au document unique un plan de prévention, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque auparavant, ce qu'on voyait dans les documents uniques, on voyait quelques mesures à côté de la cotation du risque. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Quelle que soit la taille de votre établissement, vous devrez joindre à votre document, on pourrait dire, un véritable plan de prévention. Donc ça, c'est une différence. Et il est probable que dans les contentieux, le document unique, il va être demandé. Il est accessible, le document unique, aux anciens salariés. Il est conservé 40 ans, donc ça va être un élément de preuve de votre politique de prévention. Et puis, dernier élément, on rajoute une couche là pour les entreprises de 50 salariés et plus. Vous savez que dans les entreprises de 50 salariés et plus, non seulement il faut faire le document unique, mais chaque année, on a l'obligation de faire un plan de prévention.
et de présenter aussi au CSE ce plan de prévention et le bilan chaque année aussi, le bilan santé-sécurité au travail par rapport aux actions qui ont été décrites. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? C'est que ce plan de prévention doit être beaucoup plus précis que par le passé, puisque on nous dit l'article L4121-3-1 a été modifié. On nous dit que le plan de prévention, il fixe la liste détaillée des mesures devant être prises pour l'année à venir. Il comprend des indicateurs de résultats, l'estimation du coût des mesures. Il identifie les ressources de l'entreprise qui vont être mobilisées. Il comprend un calendrier de mise en œuvre. Donc, vous voyez, là, en fait, on va écrire noir sur blanc sa politique de prévention et ses engagements en termes de prévention. Donc là, il y a tout un travail à faire, effectivement, parce que derrière, il y a de la responsabilité. Si vous avez prévu un calendrier pour mettre en place des actions de prévention et que vous ne l'avez pas réalisé l'année d'après, ça sera noir sur blanc. Donc là, c'est vraiment, pour les entreprises de plus de 50, on a vraiment rajouté une couche en disant utilisez votre document unique et corrélez-le réellement avec votre plan de prévention. Ne le rangez pas dans un placard, votre joli document unique, ou votre logiciel, ouvrez-le régulièrement, j'allais dire, et parlez-en, faites-en un objet de dialogue au sein de votre CSE. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait, avant de commencer la deuxième intervention, enfin la deuxième thématique de notre intervention, y aurait-il des questions dans la salle? Oui, allez-y. Avec la mise en place de chartes de télétravail, l'obligation de l'employeur va se déplacer chez le salarié. Alors, c'est une vraie question juridique, de savoir effectivement, quand vous êtes au temps de travail, par exemple, que vous êtes chez vous, vous avez un accident, que vous soyez en télétravail ou au bureau, vous êtes sur le temps de travail. Donc, il y a une présomption d'accident du travail, par exemple. Alors, on va dire, il faut les choses, on tâtonne un peu. Il est sûr qu'aujourd'hui, avec le développement du télétravail, on aura peut-être demain plus de contentieux sur le télétravail. Pour l'instant, il n'y en a pas. Parce qu'on pourrait dire raisonnablement, il y a un équilibre qui est en train de se trouver. Alors, moi, je ne peux que conseiller aux employeurs quand même de vérifier les polices d'assurance des salariés et de faire vérifier que leur poste de travail est aménagé correctement. Ça me semble évident. On ne peut pas toujours rentrer chez le salarié pour vérifier tout ça, mais au moins une attestation sur l'honneur comme quoi il est bien installé, il n'a pas une bouilloire électrique avec des fils qui dépassent de partout. Il faut quand même s'en assurer, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, j'allais dire, on trouve, et les salariés, heureusement aussi, ont plutôt envie de télétravailler, donc la multiplication du contentieux est utilisée. On pourrait dire le télétravail pour faire du contentieux accident du travail, c'est pas à l'ordre du jour et heureusement, ils font la distinction entre ce qui se passe à la maison mais effectivement pour les entreprises, c'est tout. J'allais dire c'est toute la difficulté du télétravail. Le télétravail ne peut fonctionner réellement que s'il est basé à mon sens, sur la confiance mutuelle. Et donc l'équilibre, bien sûr, on peut tout imaginer. On peut être oiseau de mauvais augure. Et je peux vous dire, attention, c'est très dangereux le télétravail. Alors il faut mettre des outils. Il faut surtout ne pas couper le dialogue avec le salarié. Que ce soit sur ses temps de travail, vérifier que effectivement les temps de travail sont respectés. Et puis que ce soit sur des questions de sécurité au travail. Donc on peut imaginer aussi des guides, de l'information sur les risques domestiques qui peuvent se transformer en risques professionnels, etc. Exactement. Et bien évidemment, il y a tout le volet formation des salariés au télétravail, en mettant en place des petits kits pour qu'ils mesurent effectivement les risques, notamment la porosité vie personnelle, vie professionnelle, puisque ça c'est à mon sens un des plus grands risques, plus que la bouilloire qui explose à la figure. Et là, oui, il y a une sensibilisation. On va demander aux employeurs effectivement de bâtir une politique de sensibilisation et puis de travailler sur le management. Le gros thème aujourd'hui pour les employeurs, à mon sens, c'est effectivement les risques psychosociaux, c'est le management.
Et le management, comment assurer un management de proximité, effectivement, et notamment lorsque l'on est en télétravail, sans tomber dans le flicage. Là, c'est important. Il ne s'agit pas de fliquer les gens, mais de travailler intelligemment et de redéployer un management pour que les salariés ne soient pas non plus isolés. Très bien. Oui, donc on va toucher les risques psychosociaux qui feront l'objet d'un développement pendant un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions à part la question sur le télétravail? Je regarde si côté visio il y a des questions, mais visiblement non. Moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Nous sommes dans des établissements avec des actifs, nous dit un rapport qui n'est jamais sorti, rapport Ramin, où il y a 230 000... Salut Franck Morel au passage. 230 000 actifs, il y a 110 000 salariés, et on voit qu'on a une action, que ça soit en tant qu'employeur, et les représentants d'employeurs, donc de branches, vous avez développé. Quid des autres, c'est-à-dire les 130 000 enseignants, qui sont salariés eux-mêmes, certes de l'État. Alors, sous contrat, je ne vais pas faire de distinction entre contrat simple et contrat d'association, disons agents publics d'État, mis à disposition dans nos structures. Et comment on les accueille, et est-ce qu'on a, nous, en tant qu'OGEC et en tant qu'association d'accueil, si ce n'est employeur, avons-nous quelques obligations vis-à-vis d'eux? Oui, alors je crois. C'est clair. Alors, mais la question est complexe, mérite d'aller dans la dentelle, effectivement, entre savoir ce qu'ils relèvent de leur contrat avec l'État, mais effectivement, l'obligation de sécurité, on n'évoque pas le terme de salarié. On dit l'employeur a l'obligation d'assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Des travailleurs. Donc, effectivement, les travailleurs, c'est ceux qui travaillent dans les établissements. Donc, alors, il y a des obligations qui pèsent sur l'État, bien évidemment, mais sur des contentieux, notamment des contentieux d'ambiance de travail, je ne peux pas imaginer que vous puissiez ignorer, quand vous parlez de conditions de travail, d'ambiance de travail, que vous puissiez ignorer le corps enseignant en disant qu'il ne fait pas partie de la collectivité de travail. Donc, j'allais dire, même vis-à-vis de vos salariés, proprement dit, quand vous réfléchissez sur les sujets de santé et sécurité au travail, bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue ces tiers, on pourrait dire, d'une certaine manière, que sont le corps enseignant. Alors, il y a peu, il n'y a pas de contentieux, il y a peu de contentieux de l'éducation nationale sur ces questions de harcèlement avec une responsabilité de l'État, parce qu'il y a une tradition, on pourrait dire, d'immunité de l'État, pratiquement, et le corps enseignant ne va moins, on pourrait dire, que le secteur privé sur les questions de responsabilité de l'État, que de responsabilité de l'employeur. Mais il est évident qu'on ne peut pas mener sérieusement une réflexion sur la santé au travail sans ignorer le corps enseignant. Et après, il faut un petit peu aller dans la dentelle pour savoir qu'est-ce qui est des obligations statutaires de l'éducation nationale et des obligations des chefs d'établissement. Mais les chefs d'établissement, au titre de l'article L4121-1, ils ont une obligation vis-à-vis des travailleurs. Par contre, ça génère, alors il va falloir qu'on travaille sans doute un peu plus en finesse, parce que ça génère un nombre de questions. Et là, du coup, Thomas vient de m'envoyer des questions, notamment sur le calcul des seuils d'effectifs dont vous parliez tout à l'heure. Si on intègre des non-salariés dans l'effectif qui, aujourd'hui, sont intégrés dans l'effectif uniquement pour des problématiques de représentation du personnel et d'élection de CSE, ça change un peu la donne, c'est-à-dire que nos établissements, qui sont des toutes petites PME et sont construits autour d'une structure RH, notamment pour gérer une dizaine de salariés, se retrouvent avec des obligations de multinationales qu'il sera un peu compliqué à mettre en œuvre. Oui, alors là, justement, il faut... Le multinational, tout est relatif. C'est un peu le sens de la caricature. Oui. Alors, il faudrait étudier, mais je ne pense pas qu'on puisse considérer l'obligation, effectivement, en ce qui concerne le document unique. Là, elle concerne l'effectif salarié.
d'accord, hein, mais moi je parle plus effectivement d'analyse du travail réel. Une nécessité d'accompagner, d'accueillir au moins des travailleurs qui exercent dans nos locaux, ce qui est la moindre des choses, et que l'ambiance d'accueil, enfin, il y a le local, il y a l'immeuble, mais il y a aussi l'ambiance, doit être traitée comme il se doit, mais par contre, ça ne bouleverse pas les seuils d'effectifs comme on a l'habitude en matière d'élection du personnel. Bon, ça sera retravaillé, mais en tout cas, on a un début de réponse. Il y avait une question dans la salle, mais renvoyée par mail. On a des questions autour de déplacement, de formation. Quelles sont les obligations de l'employeur en cas de déplacement sur un lieu de formation, etc. Donc, il y a une prolongation des obligations. Oui, alors, donc, il y a cette notion de temps de travail. Lorsque je suis en temps de travail, il y a cette présomption que ce qui m'arrive pendant mon temps de travail est un accident du travail. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on est en formation que l'employeur n'a plus de responsabilité juridique en termes d'accident. Alors si c'est une formation à l'extérieur de l'entreprise, à l'extérieur du temps de travail, là, on raisonnera différemment. Mais ce qui compte, c'est cette présomption. Je suis dans mon temps de travail, je peux, s'il m'arrive quelque chose, on va considérer a priori que c'est un accident du travail. Une dernière question, et puis on passe au RPS. Je vous la lis de manière assez brute. Que peut-on faire quand rien n'est fait sur les TMS ? On a fait une étude de poste, il y a eu le Covid, etc. Depuis, rien n'est fait. Je me retrouve seul. C'est une salariée qui parle. Ici, sujet de satisfaction, on m'a changé ma souris filaire en souris sans fil, avec un smiley. Donc, quelles sont les ressources, quels sont les acteurs, comment on peut aider les salariés ? Typiquement, sur des problèmes, j'allais dire, qui sont un petit peu techniques, on ne vous demande pas d'être spécialiste en ergonomie. Donc là, c'est là où les services de santé au travail, ils ont maintenant, vous savez, une obligation de lutter contre la désinsertion professionnelle. Ils vont mettre en place, ils vont se renforcer et ils vont créer des cellules de désinsertion professionnelle avec des professionnels qui vont travailler là-dessus. Donc typiquement, pour l'adaptation des postes, si un salarié souffre physiquement sur son poste, vous savez qu'il peut demander une visite à la demande, il a le droit de demander une visite, et le médecin du travail étudiera le poste. Et l'employeur, bien évidemment, a l'obligation de respecter les préconisations médicales du service de santé au travail. Et puis, s'il y a une détérioration de la santé, je le dis toujours, il ne faut pas hésiter non plus à avoir une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Le travailleur handicapé, c'est pas forcément le fauteuil roulant. Et dans ce cas-là, on a des aménagements de postes qui sont pris en charge par la GFIP, par Cap Emploi. Et on a des services extraordinaires en France. On se rend pas compte. On se rend pas compte, et on a toujours une vision de handicap qui est très primaire. Enfin, je veux dire, le handicap, il y a 1000 formes d'handicap, et il faut pas hésiter à évoquer en tout cas ces questions-là, parce qu'on a des aides, et on va énormément travailler dans les années à venir sur ce problème de la désinsertion due aux inaptitudes. C'est le sujet, avec les durées, l'allongement de la durée de travail. On va prendre tous notre retraite plus tard, donc effectivement, il faut travailler sur ces sujets d'usure au travail, usure physique, et y mettre en place des outils. Là, il y a des boulevards, à mon sens. On travaille beaucoup, moi je travaille beaucoup là-dessus, avec notamment les services de santé au travail, qui vont aussi se spécialiser là-dedans, pour que les postes soient adaptés et que les gens puissent rester au travail sans tomber forcément dans des incapacités. Très bien. Lundi matin, il y a un groupe de travail dont vous parliez, Monsieur Durand, sur le handicap, sur l'usure prématurée, sur... Alors, on fait mieux que le gouvernement qui fait une première concertation sur ces mesures-là et dans le cadre de la réforme des retraites. Donc c'est animé par Anne Henrion, et on accueille des acteurs comme la GFIP et notamment Acto pour nous accompagner dans une politique de branche. Michel Rodriguez a une question. Juste concernant les forfaits jours. Forfaits jours.
Alors comment suivre la charge de travail? Je ne sais pas si en visio on vous entend. Comment suivre la charge de travail des salariés en forfait jour? Oui, alors c'est toute la difficulté, hein. Alors il faut bien comprendre que le contentieux du forfait jour, c'est un contentieux qui nous vient du droit européen et où le droit européen, hein, on a vraiment cette conception du temps de travail comme accroché à cette notion de santé au travail, hein. Donc on a eu une mise en cause au niveau européen des forfaits jours et donc c'est la Cour de cassation qui, pour sauver les forfaits jours en 2011, nous a dit les forfaits jours ne sont pas contraires à la directive de 93 sur l'amplitude de travail. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous devez respecter l'amplitude de travail, donc les 11 heures de repos consécutifs, et veiller à ce que la charge de travail ne soit pas excessive, elle ne définit pas ce que c'est, et faire, on pourrait dire, un contrôle au fil de l'eau. Je me souviens d'entendre le magistrat de la Cour de cassation utiliser cette expression, au fil de l'eau. Alors c'est extrêmement difficile, effectivement, puisque par définition, quand on est forfait jour, on ne comptabilise pas les heures de travail. Qu'est-ce qu'il faut comptabiliser? Le repos, et surtout qu'il y ait un calendrier, que le salarié remplisse bien ses jours de forfait, pour vérifier effectivement qu'il prend ses repos, et surtout mettre en place des outils pour prouver en cas de contentieux que la charge de travail n'était pas excessive et que le salarié a pu alerter lorsque sa charge de travail était excessive. Si on vous mettait en place, alors un entretien annuel, ça ne suffit pas, c'est ce que nous dit la Cour de cassation, il ne suffit pas qu'il y ait un entretien annuel sur le forfait jour. Il faut mettre en place des outils pour que le salarié puisse dire « alerte, alerte, ma charge de travail est trop importante » et que vous, en tant qu'employeur, vous puissiez dire « voilà ce qu'on fait quand la charge de travail est trop importante » pour qu'effectivement revenir à une charge de travail qui ne soit pas excessive. C'est un contentieux aujourd'hui très important, effectivement, très complexe, puisqu'il y a aussi cette liberté dans le forfait jour où le salarié n'a pas à rendre compte de ses horaires de travail, mais voilà, appuyer peut-être sur le travail des équipes, travailler en équipe pour que on puisse lisser la charge de travail. C'est un énorme sujet, mais effectivement avec des responsabilités juridiques derrière qui sont aussi très importantes. 4e page de publicité pour la branche, la CEPNL et salariés de la FNOJEC. Lundi après-midi, nous avons rendez-vous avec l'ANACT pour mettre en place et proposer aux commissions formation dont vous parliez des formations sur le suivi de la charge de travail. Il y a des outils qui sont prêts à être intégrés dans les outils que vous connaissez, EasyRH en particulier, et on souhaitait les confronter avec des spécialistes de l'ANACT et ensuite voir comment on peut faire ça dans une démarche paritaire pour offrir un kit d'accompagnement sur ces sujets. Oui, effectivement, il y a eu un énorme travail fait par l'ANACT sur comment évaluer la charge de travail, en sachant qu'effectivement, dans vos politiques d'évaluation, il est évident que si vous avez des salariés en forfait jour, vous ne pouvez pas ignorer cette question de la charge de travail. Sinon, elle vous reviendra en boomerang. Alors, je suis désolé, on va arrêter les questions. Il est 11h23, Dorothée. Donc, on va passer... on peut grignoter 5-10 minutes sans doute sur la pause. Donc, on peut peut-être parler des risques psychosociaux. Merci beaucoup. Alors effectivement, donc les risques psychosociaux, le constat est fait que dans les établissements, les situations de travail peuvent être source de facteurs de risques psychosociaux. Et d'ailleurs, comme je le disais précédemment, c'est la 3e cause sur la cartographie des risques professionnels de l'enseignement privé. Donc en préalable, est-ce que vous pouvez définir cette notion de risques psychosociaux et puis quelles sont ses manifestations et conséquences? Oui. Alors là encore, la difficulté dans cette matière, c'est que dans le Code du travail, vous n'allez pas trouver le terme risque psychosocial. Vous ne trouverez que le terme santé mentale, qui a été introduit en 2002 par le législateur. Pourquoi ? Parce que les risques psychosociaux sont par définition
plurifactoriel et que le législateur n'a pas voulu lier l'obligation de sécurité à une définition de risques qui sont plurifactoriels, puisqu'il y a aussi, et on le reconnaît, on pourrait dire parfois des facteurs personnels qui peuvent intervenir dans la détérioration de la santé mentale du salarié. Alors il faut se tourner pour trouver une définition dans la littérature scientifique, et vous avez le rapport Golac de 2011 qui définit ainsi les risques psychosociaux. Je vous lis la définition. Les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par des conditions d'emploi et des facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Donc vous voyez une définition extrêmement large, avec 6 facteurs qui ont été repérés par le rapport Golac. Je vous l'ai dit. Alors, le premier facteur, c'est l'intensité et le temps de travail, comme facteur de risque psychosocial. Deuxième facteur, les exigences émotionnelles. Et notamment, dans ces exigences émotionnelles, on met dedans les rapports avec les tiers, avec le public. Donc, on pourra y revenir, mais chez vous, vous avez un public qui s'appelle les élèves, donc avec une exigence émotionnelle qui est forte. L'autonomie et les marges de manœuvre, troisième facteur qu'il faut analyser sur les risques psychosociaux. Quatrième facteur, les rapports sociaux et les rapports avec les collègues et la reconnaissance au travail. Cinquième facteur, les conflits de valeurs. Et le sixième facteur, c'est l'insécurité sur la situation de travail. Alors quand je lis ces 6 facteurs, je ne connais pas bien évidemment aussi bien que vous ce qu'il en est dans vos établissements, mais il est évident que l'exigence émotionnelle, vous êtes en plein dedans, puisque vous avez des élèves qui sont nos chères têtes blondes. Il y a quand même un impact et ça ne nous laisse pas indifférents. L'autonomie, vous avez aussi, vous êtes assez contraint quand même. Vous avez des tutelles de l'État, de l'évêque, des parents, on pourrait dire. Donc sur certaines fonctions de direction, voilà, on a quand même énormément de contraintes qui pèsent sur les décisions d'un chef d'établissement. Donc un facteur psychosocial élevé. Les conflits de valeurs, bien évidemment, puisque vous êtes dans un secteur très engageant, où les gens sont très engagés, la jeunesse. Donc on pourrait dire que vous avez une bonne cocotte minute. Est-ce qu'on a le temps quand même de passer Oui. Donc je voulais effectivement, pour aller dans le sens de vos propos, vous proposer de regarder une vidéo dans laquelle nous avons posé des questions à Paul Demurger, qui est du cabinet DGE Conseil et qui a été sollicité par les établissements pour faire des diagnostics RPS. Voilà, donc je vous propose d'écouter sa réponse et puis d'échanger par la suite. Alors, on est bien d'accord, quand on parle de risque, il s'agit bien de la probabilité d'avoir un dommage pour la santé physique, la santé mentale, suite à la rencontre entre une personne et une situation. D'accord ? Donc l'objectif est de pouvoir identifier les situations qui peuvent être porteuses de risques pour l'ensemble des personnes concernées. Je vais revenir sur ce risque-là, mais déjà, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau des personnes concernées, l'expérience que l'on a depuis plusieurs années dans de nombreux établissements, comme dans de nombreuses entreprises et dans de nombreuses administrations également, nous permet de dire que tout le monde peut être touché. Évidemment, l'ensemble pour rester sur les établissements, l'ensemble des salariés au GEC, des personnels au GEC, mais également les enseignants, et évidemment aussi, ne l'oublions pas, les membres de l'encadrement, y compris les chefs d'établissement. C'est très clair et l'expérience que l'on a nous montre bien que malheureusement personne n'est à l'abri. Alors, un élément que je souhaite également préciser sur ces risques, et avant de parler plus précisément des facteurs,
c'est que on est bien sur un risque psychosocial, c'est-à-dire un risque qui se situe à l'interface du psychologique et du social. L'approche que nous avons à DGE Conseil, bien sûr, c'est de prendre en compte tout ce qui est risque psychologique, tout ce qui est risque de nuire à la santé psychique des individus, mais que nos interventions vont être plus globalement tournées vers le collectif, vers tout ce que nous appelons social, c'est-à-dire la relation dans l'environnement du travail. Voilà, ça c'est important à ce qu'on puisse se dire. Les risques psychosociaux que l'on peut rencontrer, tout ce qui concerne le stress, prioritairement le stress, je vais y revenir. Parfois, des situations de violence qui peuvent arriver de la part de l'externe, mais c'est assez rare, de la part de famille, par exemple, ça peut arriver, c'est assez rare, mais surtout des situations de violence interne, et là on peut avoir du harcèlement moral, on peut avoir des conflits au sein des équipes, c'est-à-dire que le risque psychosocial ne va pas forcément toujours avec le lien hiérarchique. Donc des conflits au sein des équipes, des conflits entre collègues, et puis aussi, bien sûr, des conflits dans un contexte de lien hiérarchique avec les directions, également. Alors, les facteurs que l'on identifie, c'est tout ce qui concerne l'intensité du temps de travail, les horaires de travail, ça peut arriver, la complexité du travail. Et on va retrouver tout ce qui... Alors, je vais continuer. Tout ce qui concerne l'autonomie au travail, les rapports sociaux, les relations interpersonnelles ou au sein des temps collectifs, les conflits de valeurs, et puis tout ce qui peut être lié aussi à la sécurité. Je pense par exemple à des situations dans des établissements qui sont en perte d'effectifs importants, qui craignent parce qu'il y a un établissement public qui s'ouvre à quelques kilomètres de chez eux, voilà. Et avec le vrai risque de perte d'emploi, en particulier évidemment au niveau des personnels OGEC. Voilà, donc ça va vraiment dans le sens de ce que vous disiez. Est-ce que vous avez des réactions ? Vous n'avez pas vu la vidéo. Oui. Alors parfois, on ne sait pas par quel bout prendre ces risques psychosociaux. Mais là aussi, je pense que c'est important de se dire il faut travailler sur le travail réel et travailler aussi avec son CSE. Je dis toujours, pour ces questions de risques psychosociaux, les employeurs doivent avoir leurs deux grandes oreilles ouvertes. L'oreille pour écouter les syndicats, éventuellement les représentants du personnel, écouter les membres du CSE, qui quand même sont une voix importante. Et puis la deuxième oreille, c'est celle des encadrants. Des encadrants. Je me souviens d'avoir assisté à un entretien où on disait à un encadrant « Si tu as des problèmes avec tes équipes, c'est toi le problème ». Donc c'était un petit peu dommage d'entendre des choses pareilles. Mais c'est-à-dire, la difficulté, c'est que les choses remontent le plus vite possible, et puis mettre en place des procédures d'alerte et de traitement des difficultés le plus tôt possible. Parce que quand les choses se sont dégradées, malheureusement, on va aboutir à des inaptitudes, à des blessures, à ce qui reste, c'est compliqué après. Une situation, même si on l'a traitée, tout le monde s'en souvient après. Donc tout ça, on pourrait dire, c'est vraiment en mettant en place des protocoles de prévention et en professionnalisant vos démarches que vous arriverez à gérer les choses, et on pourrait dire il faut dépassioniser, on pourrait dire, c'est souvent des rapports entre personnes, et on a tendance à travailler sur les personnes, un conflit entre A et B, et je dis toujours non, il faut, nous, ce qui est intéressant dans ma matière, c'est la prévention collective, on vous l'a dit ici, et donc effectivement, toujours se dire ce qui se passe avec X et Y, ça pourra se repasser demain avec Z et W, si effectivement on ne travaille pas en amont, si on ne met pas des procédures, si on ne professionnalise pas notre démarche de prévention sur ces risques psychosociaux. Merci beaucoup. C'est les mots de la fin, du coup.
Merci Aurélien, merci Dorothée de cet échange. Alors, on avait d'autres ressources. Je vous en prie. Merci beaucoup. On avait d'autres ressources et d'autres supports à vous présenter, mais je pense que Dorothée, qui anime la commission nouvellement baptisée commission EP Prévention et qui se réunit bientôt, pourra les partager pour voir maintenant comment on passe dans une solution plus opérationnelle.